Bienvenue sur la chaîne de l'Observatoire européen des jeux vidéo et merci de nous rejoindre pour cette toute première vidéo. Chaque semaine, nous vous proposerons une nouvelle analyse pour décrypter le monde du gaming, ses tendances, ses évolutions et les enjeux qui façonnent l'industrie. Et ici, on ne fait pas que jouer, même si on adore ça, on explore, on analyse et on débat. Et pour ne rien manquer, retrouvez-nous sur nos réseaux. Et pour lancer cette série, quoi de mieux que de parler de vous? Eh oui, de vous les gamers! Car dans la grande famille des gamers, on trouve beaucoup de profils différents. Aujourd'hui, on va creuser les comportements associés à chacun de ces profils, démystifier les habitudes de jeu et découvrir ce qu'il se cache derrière les écrans. Pour commencer, quelques chiffres. Selon une étude publiée en octobre 2024 par le CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, plus de 38,3 millions de Français de 10 ans et plus jouent aux jeux vidéo. Cela représente plus de 7 Français sur 10. L'âge moyen des joueurs est de 39 ans. Et pour les joueurs réguliers, on descend à 37 ans. En comparaison, ces chiffres étaient de 40 et de 38 ans en 2023. Et les seniors? Eh bien, ils jouent aussi. 43% des plus de 65 ans jouent aux jeux vidéo, et parmi eux, 29% s'y adonnent quotidiennement. Les 15-24 ans, eux, préfèrent les consoles de jeux TV. Les 65 ans et plus optent plutôt pour des smartphones et des tablettes. Quels sont les comportements des joueurs? Le jeu vidéo n'est pas qu'un loisir solitaire. 97% des joueurs jouent à des jeux solo. Mais 61% jouent également en groupe, que ce soit en local, mais surtout en ligne. Pour les enfants, les jeux renforcent un sentiment d'appartenance à une communauté. C'est le cas pour 48% d'entre eux, contre 29% pour les adultes. Et pour 59% des joueurs, le jeu vidéo est même un outil pour créer du lien social. Pour les anciens comme nous, c'était les premiers MMO, comme Dark Age of Camelot, World of Warcraft, Dofus, pour les francophones. Aujourd'hui, ce sont des jeux bien différents, mais dont les communautés en ligne sont très actives, comme Fortnite, Roblox, Minecraft, pour citer les 3 les plus importants. Et en effet, une donnée marquante, 32% des joueurs en ligne déclarent avoir noué de nouvelles amitiés grâce aux jeux vidéo. Une preuve, s'il en fallait une, que le gaming est aussi un espace de rencontre et d'interaction. Et au-delà des amitiés virtuelles, vous avez tous des amis IRL autour desquels votre relation a été structurée par les jeux que vous avez partagés. Quelles préférences selon les âges? Passons maintenant au style de jeu. Une étude internationale menée par Media Research révèle que 53% des joueurs préfèrent les jeux solo. Mais les préférences varient selon l'âge, encore une fois. À partir de la tranche d'âge 25-34 ans, les joueurs jouent en majorité à des jeux solo. C'est le cas à 41%. Et cette tendance va en s'accroissant avec les tranches d'âge les plus élevées. 49% chez les 35-44 ans, 65% chez les 45-54 ans, et plus de 74% chez les 55 ans et plus. Les 16-24 ans, c'est clairement le multijoueur qui les attire, avec des jeux comme Fortnite, Counter-Strike, League of Legends ou Valorant. Pour eux, jouer, ce n'est pas juste une activité, c'est une manière de créer du lien, d'appartenir à un groupe, presque une extension de leur vie sociale. Vers une segmentation du marché? Selon un récent article du New York Times, il y a 2 grandes catégories de joueurs qui se dessinent aujourd'hui. La première, les joueurs plus âgés qui valorisent des graphismes réalistes et des expériences immersives. Mais ces jeux, souvent coûteux à produire, peuvent cibler un public plus restreint. On peut parler de la saga Assassin's Creed d'Ubisoft, Spider-Man de Sony ou des jeux avec des studios plus modestes mais bien établis, comme Elden Ring de From Software ou plus récemment Black Myth Wukong, le premier jeu du studio chinois Game Science. Ces jeux sont coûteux à développer mais peuvent avoir des succès phénoménaux. 25 millions d'exemplaires vendus pour Elden Ring, 20 millions pour Black Myth Wukong. Les jeunes générations, elles, préfèrent des jeux accessibles et sociaux, comme Minecraft, Among Us, Escape the Backroom, Mario Kart, ou encore des jeux service live, comme Genshin Impact, Roblox ou même GTA Online. On peut dire que chaque grand studio rêve d'avoir une licence comme ça. Ce sont de véritables poules aux œufs d'or, car ces jeux permettent de fidéliser les joueurs. Et les mises à jour couplées à de nombreuses microtransactions en font les produits vidéoludiques les plus rentables de l'industrie. Par exemple, Fortnite rapporte plusieurs milliards de dollars par an à son créateur Epic Games. Certains jeux solo proposent aussi des modèles hybrides, avec des microtransactions et des mises à jour fréquentes pour conserver l'intérêt des joueurs sur le temps long. Parfois, ce sont des communautés de joueurs qui s'en chargent à travers le modding. Skyrim est parvenu à rester en tête des ventes PC pendant de très nombreuses années, grâce à l'infatigable créativité des joueurs. Et l'opinion de l'Observatoire dans tout ça? La connaissance du marché et les évolutions sont vraiment un prérequis pour les studios de jeux vidéo et les éditeurs, sachant que les cycles de prod sont très longs, qu'il y a une très forte incertitude à maîtriser, donc c'est vraiment déterminant, d'autant plus pour des AAA.
Même si les évolutions arrivent progressivement, on voit qu'au niveau de la communauté des joueurs, ça bouge beaucoup et on peut se demander en fait si les studios major vont arriver à maintenir leur modèle, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas des évolutions, des choses à réimaginer, sachant qu'on n'est plus du tout dans les mêmes conditions qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, et que depuis essentiellement le Covid et certains jeux à service, on voit de nouvelles pratiques émerger, de nouveaux goûts. Stop it! You're ruining my yoga! Ce qui a énormément changé, c'est notamment l'émergence des jeux comme service, qui sont des véritables mastodontes, on l'a vu, qui captent l'attention pendant très longtemps, et quasiment à l'opposé du spectre, une scène indé de plus en plus fournie avec de nouveaux succès, et qui a vraiment trouvé son public avec un prix aussi parfois d'achat beaucoup plus faible, donc on peut payer quelques euros pour acheter un jeu indé. C'est parfois peut-être plus difficile d'avoir un in-fraud de paiement de plusieurs dizaines, plus de 50 euros pour un triple A. L'âge moyen du gamer aussi évolue. En France, on voit bien qu'il y a un vieillissement de la population globale, mais que la population gamer, elle stagne un petit peu depuis 4 ans en fait. Et ça pose vraiment question, parce qu'il y a un vrai ralentissement de la base des joueurs. On peut quand même observer 3 grands profils. Le premier est l'ancienne garde, tenant d'expériences visuelles plus abouties, prête à acheter des œuvres, des AAA qui ont vu l'évolution des jeux vidéo sur une ou plusieurs décennies, des espèces de gardiens du temple, quelque part, du jeu vidéo tel qu'il a été il y a quelques années. On a aussi une génération intermédiaire, plus casual en fait, une génération casu et mobile qui a découvert le jeu vidéo avec le smartphone, qui a évidemment connu aussi des consoles de jeux, mais qui ont des habitudes de consommation qui ont vraiment évolué. On pense notamment avec le succès du free-to-play, un attrait pour le jeu casual, bref, un rapport plus détendu aux jeux vidéo. Enfin, en troisième profil, on peut considérer la nouvelle génération comme étant à part entière, puisqu'elle a découvert le jeu selon un profil bien établi, avec un parcours qui est grosso modo, on commence par Roblox, ensuite Minecraft, Fortnite. On va sur du multijoueur compétitif, on va avoir l'habitude d'acheter des skins, mais aussi on va s'intéresser aux jeux indépendants. Ça a un impact important ces évolutions, puisqu'en fait le goût va être façonné différemment. Selon qu'on est de l'ancienne garde, on va être beaucoup plus exigeant sur la qualité visuelle, alors que la nouvelle génération ou la génération casual sera beaucoup moins exigeante sur la dimension esthétique, mais beaucoup plus sur la mécanique du jeu, sur le fun qui est procuré. Comment on joue ? La démocratisation et l'individualisation des outils de consommation pour jouer a fait évoluer les espaces de la pratique. En extérieur, en faisant la queue, côte à côte sur mobile, devant un beau setup gaming dans sa chambre, bref, on joue de manière très différente sur différents supports et le salon n'a plus le monopole. Et son écran est en compétition en plus avec d'autres contenus. Autre élément assez important, le rôle du Covid en fait sur le passage à la nouvelle génération de consoles qui a vraiment perturbé la bascule du fait d'avoir eu une disponibilité limitée, notamment pendant la période de lancement de la PlayStation, qu'on a eu des bases installées finalement plus faibles, des PS5 et les dernières Xbox que les générations précédentes. Et puis voilà, ce lancement, on va dire un peu plus dilué dans le temps, fait qu'on a eu un faible effet de franchissement de seuil technique. On arrive à la fin de notre analyse. On a hâte de lire vos réactions dans les commentaires. Alors n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications et nous dire quel sujet vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. À bientôt et bon jeu!